Voici les prénoms à éviter: Rachel, Lily, Caroline, Gérald, Nora, Dorothée. Derek, Preston, Marcus, Diane, Mara, Harriet. Le matin où mon frère s'est fiancé, ma mère m'a appelé 2 fois. La première, j'ai manqué l'appel. La deuxième, j'ai décroché et elle a dit: on organise un petit dîner pour fêter ça. Juste le cercle proche. J'ai répondu: bien sûr, quand ça? Elle a marqué une pause. Une pause qui a duré 2 secondes de trop. En fait, c'est ce soir, chérie. C'est de dernière minute. Je ne pense pas que tu puisses arriver à temps depuis Lyon. J'habitais à 40 minutes de là. J'ai dit: d'accord. Félicitations à tous les deux, et j'ai raccroché. Ensuite, je suis restée assise sur le sol de ma cuisine pendant un moment, sans pleurer. Juste assise là, le dos contre le placard, à regarder le réfrigérateur, en pensant au nombre de fois, en 31 ans, où j'avais été celle qui n'était invitée qu'en tout dernier recours. Je m'appelle Vivienne. J'ai 31 ans. Je travaille dans la biotechnologie, plus précisément dans la modélisation informatique de médicaments, ce qui est une façon longue de dire que j'écris des algorithmes qui aident les entreprises pharmaceutiques à savoir quelles molécules méritent d'être étudiées avant qu'elles ne dépensent 60 millions d'euros pour le découvrir à leurs dépens. Il y a 3 ans, j'ai concédé une licence pour l'un de ces modèles à une entreprise de taille moyenne basée à Sophia Antipolis. L'an dernier, ils ont vendu l'entreprise. Ma part sur cette vente était de 11,4 millions d'euros. J'ai investi la majeure partie dans une propriété que je surveillais depuis 2 ans, un domaine de maître restauré sur 5 hectares dans la région des Vignobles, près de Bordeaux. Le genre d'endroit où les matins sont si silencieux que vous pouvez vous entendre penser pour la première fois de votre vie. Personne dans ma famille ne savait rien de tout cela, non pas parce que je le cachais, exactement, mais plutôt parce que personne n'avait jamais demandé. Mon frère, appelons-le par ce qu'il est, le chouchou, était le centre de gravité de notre famille depuis le jour de sa naissance. J'avais 4 ans quand il est arrivé et je me souviens d'être restée debout dans le couloir de l'hôpital, à me faire dire de faire moins de bruit parce que le bébé dormait. J'ai été silencieuse dans cette famille depuis ce jour. Il a fait les bonnes écoles, rejoint les bons réseaux, fait un beau mariage, et était sur le point d'épouser la fille idéale. Mes parents ont financé son école de commerce. Ils sont portés garant pour son premier prêt professionnel. Quand il a acheté sa maison, ma mère a pris l'avion pendant 2 semaines pour l'aider à la décorer. Quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat, mon père a envoyé un SMS qui disait: fier de toi, gamine, avec un emoji pouce levé. C'était tout le message. Je ne vous dis pas cela pour susciter votre pitié. Je vous le dis pour que vous compreniez qu'au moment où ma mère m'a dit que le dîner de fiançailles était trop improvisé pour que je puisse venir depuis 40 minutes de route, je n'ai pas été surprise. J'en avais juste fini, définitivement. Je suis restée assise sur ce sol de cuisine et j'ai pensé aux 3000 € que j'avais virés à mon frère 8 mois plus tôt, quand il m'avait dit qu'il était en difficulté avec son loyer et qu'il ne voulait pas demander à nos parents. J'ai pensé aux 1500 € que j'avais envoyés à ma mère pour une opération dentaire que sa mutuelle ne couvrait pas. J'ai pensé aux 4 heures de route aller-retour pour aider mon père à déplacer des cartons quand il a réorganisé son garage. J'ai pensé à toutes les manières dont j'avais été utile, silencieusement et régulièrement. Comme une infrastructure qui tourne en arrière-plan, quelque chose que vous ne remarquez que lorsque cela cesse de fonctionner. Je me suis levée. J'ai nourri mon chat. J'ai préparé un café et j'ai commencé à passer des appels, non pas à ma famille,
mais aux personnes qui étaient réellement présentes pour moi. Mon ancienne colocataire d'université, Adèle, était brouillée avec sa propre famille. Depuis 6 ans après avoir fait son coming out. Elle passait les fêtes seule ou avec quiconque l'accueillait. Elle était drôle, chaleureuse et l'une des personnes les plus généreuses que j'ai jamais rencontrées, et ma mère l'avait qualifiée, une fois à portée de mon oreille, de « cette amie triste de Vivienne ». Mon ancien directeur de thèse, le docteur Jim Anso Aubins Okafor, l'homme qui avait lu 17 versions de ma thèse sans jamais me faire sentir stupide d'avoir besoin d'une 18e, passait les fêtes seul parce que sa femme était décédée au printemps précédent et que ses enfants étaient dispersés sur 3 continents. Ma voisine, Sylvie, avait 73 ans et habitait à côté de chez moi depuis 2 ans. Elle m'avait apporté un cake à la banane quand j'avais emménagé. Ma famille n'avait jamais demandé son nom. Je les ai appelés. J'en ai appelé 5 autres. J'ai dit, libérez votre week-end prochain. J'organise une réception à ma propriété. Prévoyez des vêtements chauds pour le soir. Les collines se rafraîchissent après le coucher du soleil. Tout le reste est pris en charge. Puis j'ai appelé l'entreprise de traiteurs que j'avais utilisée pour un événement professionnel au printemps précédent. Je leur ai dit ce que je voulais. Ils ont trouvé ça ambitieux. Je leur ai dit de foncer quand même. La propriété près d'eux. Bordeaux n'était pas un sujet dont je parlais. Je l'avais acheté discrètement, rénové lentement et meublé comme je l'avais toujours voulu. Du vrai bois, de la vraie pierre, rien pour épater la galerie. Il y avait une maison principale. Avec 6 chambres, une maison d'amis, une terrasse qui faisait le tour sur 3 côtés, et une colline à l'arrière de la propriété où l'on pouvait s'asseoir au lever du soleil et regarder la lumière changer sur les vignobles en contrebas. Je n'y avais organisé qu'un seul événement, une petite retraite professionnelle. Je n'avais pas invité ma famille car je savais ce qui arriverait. Ma mère critiquerait l'agencement de la cuisine. Mon frère demanderait comment je pouvais me le permettre. Mon père se tiendrait au milieu du salon sans rien dire, ce qui était pire. Alors, j'ai gardé cet endroit pour moi jusqu'à ce que je décide de l'utiliser. Le week-end est arrivé, clair et froid, comme le sont les hivers dans la région. Un air vif, un ciel bleu profond, les cèdres et les chênes conservant leur couleur pendant que le reste s'était dépouillé. Adèle a conduit depuis Lyon. Le docteur Okafor a pris l'avion depuis Lille car j'avais insisté pour payer son billet, et il a finalement, à contre-cœur, accepté. Sylvie est venue dans sa vieille Subaru avec un plat à gratin enveloppé dans un torchon, bien que je lui ai dit de ne rien apporter. J'avais installé la longue table à manger sur la terrasse arrière, agrémentée de guirlandes lumineuses, surplombant la colline. L'équipe de traiteurs était là depuis midi. À 18h, la table était dressée avec du lin et des bougies en cire d'abeille, et il y avait un gigot d'agneau rôti entier au centre, entouré de légumes divers, de pain chaud et de 3 types de vins provenant du vignoble à 2 kilomètres. On aurait dit un tableau. Cela ressemblait à ce que les dîners de fête sont censés être dans l'imaginaire des gens. La version dont nous rêvions tous en grandissant et que nous obtenions rarement. Je me suis assise au bout de la table. Adèle était à ma gauche, faisant déjà rire le docteur Okafor à propos de quelque chose qui s'était passé sur son vol. Sylvie racontait une histoire sur un Noël de 1987 impliquant la chèvre du voisin et la crèche. Tout le monde parlait en même temps, personne n'essayait d'impressionner personne, et l'air sentait le feu de bois et le romarin, c'était l'endroit où je me sentais le plus chez moi, depuis des années. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour consulter des messages, mais pour prendre une photo. La table vue d'en haut, la lumière des bougies, la nourriture, la main d'Adèle gesticulant au milieu de son histoire,
la colline sombre derrière nous, une étoile qui commençait à apparaître. Je l'ai publié. Légende, reconnaissante envers ceux qui sont présents. Vous vous reconnaîtrez. J'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur l'accoudoir de ma chaise et je ne l'ai pas touché pendant 2 heures. Quand je l'ai fait, il y avait 26 appels manqués. Mon frère avait appelé 11 fois, ma mère 9 fois, mon père 4 fois, et 2 numéros que je ne connaissais pas. J'apprendrai plus tard qu'il s'agissait de la fiancée de mon frère et de sa mère qui avait apparemment vu la publication via une connaissance commune. L'avait immédiatement envoyé à mon frère avec une série de points d'interrogation. Les messages vocaux étaient d'un chaos particulier. Mon frère. D'abord, Vivienne, appelle-moi. C'est quoi cet endroit? C'est à toi. Rappelle-moi tout de suite. Ma mère, 20 minutes plus tard, sa voix faisant ce qu'elle fait quand elle essaie de paraître calme sans y arriver. Chérie, j'ai vu ta photo. C'est magnifique. Nous. Ton frère pose des questions et je pense qu'il y a une confusion. Peux-tu appeler quand tu as un moment? Mon père. Vive, appelle ta mère. C'était tout le message. Je les ai tous écoutés. Je me suis versé un autre verre de vin. Je suis retourné à la table. Tout va bien? A demandé Adèle. Parfait, ai-je répondu, et je le pensais. Le lendemain matin, les appels ne s'étaient pas arrêtés. Mon frère était passé des messages vocaux aux SMS. Les SMS ont commencé dans la confusion pour escalader dans une direction qui m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur la nature de notre relation depuis toujours. Ça ne peut pas être ta maison. Tu la loues. Pour le week-end? Puis, 20 minutes plus tard, j'ai besoin de savoir si c'est vraiment à toi. Il faut qu'on parle. Puis, 1 heure plus tard, celui que j'attendais toute ma vie de voir écrit, tu nous as caché des choses. Ce n'est pas correct. La famille partage ses richesses. La famille partage ses richesses. Venant de l'homme à qui j'avais viré 3 000 € 8 mois auparavant, qui n'en avait pas reparlé une seule fois depuis. De la famille qui organisait un dîner à 40 minutes de chez moi sans me réserver une place. J'ai posé mon téléphone et je suis allé m'asseoir avec le docteur Okafor sur la terrasse. Il buvait son café en regardant le vignoble s'éveiller dans la lumière du matin. Nous n'avons pas parlé pendant quelques minutes. C'est ça, la magie des gens qui vous connaissent vraiment. Ils comprennent que parfois, rester assis en silence est le but même de la rencontre. Finalement, il a dit, comment te sens-tu? Comme si j'avais enfin arrêté de m'excuser pour quelque chose que je n'ai jamais fait de mal, ai-je dit. Il a hoché la tête, bien. C'est la bonne réponse. Mon frère est arrivé à midi. Je ne lui avais pas donné l'adresse. C'est le point sur lequel je veux que vous réfléchissiez un instant. Je ne lui avais pas donné l'adresse. Je n'avais répondu à aucun SMS, et pourtant il s'est présenté à midi avec ma mère sur le siège passager, ayant apparemment fait des recherches sur le cadastre qui est public, bien sûr et conduit 2h30 depuis le centre-ville sans prévenir. J'ai entendu le crissement des pneus sur les graviers et j'ai su avant même de regarder. Ma mère est sortie là. Première. Elle portait son beau manteau et elle a regardé la propriété comme les gens regardent ce qui bouscule leur compréhension d'une situation. Mon frère est descendu côté conducteur avec l'expression qu'il a toujours eue quand quelque chose ne se passe pas selon son plan, une crispation autour de la mâchoire, un type particulier de mécontentement contrôlé que mes parents appelaient intensité, et que j'ai toujours appelé par son vrai nom. Je suis descendu de la terrasse et je les ai rejoints dans l'allée. Je ne me suis pas pressé. C'est à toi, a dit mon frère.
Ce n'était pas une question. Il l'a dit comme. Quelqu'un annonce un résultat de test positif, comme une information qu'il est encore en train de digérer. Oui, ai-je dit. Comment, a-t-il demandé. J'ai travaillé pour l'avoir, ai-je répondu. Ma mère a posé sa main sur son bras. On voulait juste te voir, m'a-t-elle dit. On était inquiets. Les photos, la fête, on ne savait même pas que tu avais. Elle a fait un geste. Vers la maison, la colline, tout cela. Personne n'a jamais demandé, ai-je dit. Ça a fait mouche. Je l'ai vu encaisser. Mon frère a récupéré en premier? Comme toujours. Vivienne, a-t-il dit, sa voix glissant dans le registre. Qu'il utilise quand il négocie, raisonnable, mesuré, légèrement condescendant. D'une manière que l'on ne peut pas prouver. Nous sommes une famille. Tu dois comprendre comment cela paraît. Tu as tout ça, et pendant ce temps-là, je suis. Nous avons eu une année difficile. Le prêt, l'entreprise, il y a eu des revers. Si tu nous avais dit. Tu m'aurais demandé de l'argent, ai-je dit. Il s'est arrêté. C'est ce que tu fais en ce moment même, ai-je poursuivi. Tu as conduit 2 heures et demie sans invitation pour me dire que l'existence de cette propriété est injuste pour toi. Je ne dis pas ça. Je t'ai viré 3000 € en mars, ai-je dit. Tu n'en as pas reparlé depuis. J'ai envoyé 1500 € à maman pour ses soins dentaires en juillet. J'ai conduit jusqu'à la maison de papa pour déplacer des cartons en septembre. J'ai financé et soutenu cette famille discrètement pendant des années, et la semaine dernière, j'étais trop encombrante pour être incluse dans un dîner à 40 minutes de chez moi. Le visage de ma mère a pris une expression compliquée. On t'a expliqué ça, a-t-elle commencé. Vous avez expliqué que c'était de dernière minute, ai-je dit. Vous n'avez pas expliqué pourquoi c'était de dernière minute pour moi en particulier. Vous vivez dans la même ville que moi. Vous avez mon numéro de téléphone depuis toujours. La mâchoire de mon frère s'est contractée. Tu en fais une affaire d'État. Je sais, ai-je dit. Avant. Je faisais ça, je me faisais toute petite pour vous faciliter la tâche. J'en ai fini. Il a regardé à nouveau la maison. Je pouvais voir le calcul se faire en temps réel. La valeur de tout ça. Ce que cela signifiait. S'il y avait encore une porte d'entrée. Tu dois comprendre, a-t-il dit, qu'il y a certaines considérations financières et juridiques ici. Quand je t'ai emprunté de l'argent, que j'ai l'intention de rembourser, évidemment, il y avait une compréhension implicite entre membres de la famille que ces transactions. Stop, ai-je dit. Il s'est arrêté. Il n'y a aucune considération juridique, ai-je dit. C'était des dons librement consentis à quelqu'un que je considérais comme ma famille. Ce que tu cherches n'existe pas. Mais je veux te dire quelque chose qui existe. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour lui montrer un solde ou un acte notarié. J'ai ouvert le relevé de la société de conseil financier que j'avais engagée il y a 14 mois, celle à qui j'avais demandé une analyse discrète de la SARL de mon frère, celle dont il restait toujours vague, celle pour laquelle il avait pris le prêt professionnel. Celle qu'il mentionnait constamment comme étant presque prête. Encore une année. On est tout près du but. Ta SARL, ai-je dit. Celle sur laquelle tu as emprunté. 2 fois en 18 mois, celle dont tu as dit à maman et papa qu'elle était positive en termes de trésorerie au dernier trimestre. Son visage a changé. J'ai fait examiner les dépôts publics, ai-je dit. Ce n'est pas le cas. Elle fonctionne à perte depuis 11 mois. Le contrat de fournisseur que tu disais avoir
décroché en octobre n'apparaît dans aucune documentation. Et l'investisseur dont tu as parlé à papa à Thanksgiving, celui de Bordeaux, j'ai vérifié son nom. Il n'apparaît dans aucun registre. Le silence était total. Vivienne, a dit ma mère doucement. Je ne fais pas ça pour te blesser, ai-je dit, et je le pensais. Pas entièrement, mais assez. Je fais ça parce que j'ai passé toute ma vie d'adulte à soutenir discrètement des gens qui n'ont pas été honnêtes avec moi sur leurs besoins ou sur qui ils étaient. Et j'ai besoin que vous compreniez que cette version de moi a disparu. Celle qui vire de l'argent sans poser de questions et qui n'obtient pas de siège à la table du dîner, elle n'est plus là. Mon frère n'a rien dit. Il était devenu très immobile, comme le sont les gens qui n'ont plus de cartes à jouer. Ma mère s'est assise sur le banc en pierre au bord de l'allée. Elle semblait fatiguée d'une manière différente de sa fatigue habituelle, pas l'épuisement performatif qu'elle déployait quand elle avait besoin de quelque chose, mais quelque chose de réel. Je ne savais pas que c'était à ce point, a-t-elle dit doucement. Et je pense qu'elle parlait de bien plus que de la SARL. Je sais, ai-je dit. Je sais que tu ne savais pas. Nous sommes restés là un moment, tous les trois, dans le matin froid et lumineux. À l'intérieur de la maison, j'entendais Adèle rire à quelque chose. L'odeur du café passait par la fenêtre de la cuisine. Le docteur Okafor s'était déplacé jusqu'au bout de la terrasse et lisait, feignant de ne rien entendre. Ce qui était une grâce en soi. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ai-je dit aux deux. Mon frère était toujours là, les mains dans ses poches. Et le visage fermé. Je vous aime. Cette partie-là, je ne peux pas m'en empêcher. Mais l'amour n'est pas synonyme d'accès. Vous n'avez pas accès à cette propriété, ni à mes revenus, ni à ma vie, comme vous l'avez traité. Jusqu'ici, comme une ressource existant pour votre usage. C'est fini. Mon frère a finalement parlé. Alors, quoi? Tu nous coupes les vivres? Non. Ai-je dit. Je change les termes. Vous pouvez faire partie de ma vie si vous voulez en faire partie. Vous pouvez m'appeler un mardi ordinaire juste pour discuter. Vous pouvez m'inviter à des choses qui ne sont pas pratiques parce que vous me voulez réellement là, pas parce que vous avez besoin de quelque chose. Vous pouvez être honnête sur ce qui fonctionne ou non dans votre entreprise, et je ne vous jugerai pas. Mais je ne la financerai pas dans l'ombre non plus. Il m'a regardé pendant longtemps. Je ne pouvais pas le lire. Je ne pouvais jamais totalement le faire. Et si je ne le fais pas, a-t-il dit. Alors rien? Ai-je dit. Alors nous devenons juste des gens techniquement apparentés. Il n'y a pas de punition. Ce n'est plus moi qui gère cela comme une transaction. C'était toujours toi. Ma mère a poussé un petit gémissement, pas tout à fait. Un sanglot, quelque chose de plus comprimé. Mon frère s'est tourné et est retourné à la voiture. Il est resté assis sur le siège conducteur, la porte ouverte pendant 1 minute, sans démarrer le moteur. Puis il l'a démarré. Puis il a regardé par le pare-brise la colline, les cèdres et le ciel bleu froid. Ma mère s'est levée du banc. Elle m'a regardé d'une manière dont elle ne m'avait pas regardé depuis longtemps, voire jamais. Comme si elle voyait vraiment ma silhouette. J'aurais dû t'appeler, a-t-elle dit, pour le dîner. J'aurais dû m'assurer que tu sois là. Oui, ai-je dit, tu aurais dû. Elle a hoché la tête. Elle est montée dans la voiture. Je les ai regardés reculer dans l'allée et tourner sur la route départementale. J'ai regardé la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la colline. J'ai attendu quelque chose, le chagrin ou le soulagement ou la colère, ou tout cela à la fois. Ce qui est venu.
était plus calme que tout cela. Juste le vent dans les cèdres, la lumière changeant sur le vignoble, le son de la voix d'Adèle quelque part dans la maison. M'appelant pour me demander si je voulais plus de café, tout à fait ordinaire. Tout à fait chaleureux. Je me suis retournée et je suis entrée. Adèle était à l'îlot de la cuisine avec 2 tasses et cette expression qui signifie qu'elle a tout entendu et qu'elle me laisse le choix d'en parler ou non. Je me suis assise en face d'elle. Ça va, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit. Et c'était vrai, plus que depuis longtemps, en fait. Elle a fait glisser la tasse vers moi. Le docteur Okafor est arrivé de la terrasse, époussetant la poussière de cèdre de ses chaussures, nous a regardés toutes les deux et a dit, est-ce qu'il reste de cet agneau d'hier soir? J'y pense depuis que je me suis réveillée. Nous avons ri. Sylvie est arrivée de la chambre d'amis en demandant si quelqu'un voulait faire une promenade avant qu'il ne fasse trop froid. Nous y sommes allés. Les 4, nous avons marché sur la seconde moitié de la propriété jusqu'à la colline, à travers les hautes herbes, jusqu'à l'endroit d'où l'on peut voir les 2 crêtes et le village dans la vallée en contrebas. L'air était froid et pur. Et sentait le cèdre et la fin des choses, mais aussi le début des choses, ce qui est la même odeur si l'on y prête attention. J'ai pensé à la fille qui mangeait seule à la cantine parce qu'elle ne savait pas comment demander à être incluse. Celle qui envoyait de l'argent discrètement pour ne mettre personne mal à l'aise. En ayant des besoins. Celle qui conduisait 40 minutes pour aider son père à déplacer des cartons dans un garage, puis 40 minutes pour rentrer sans le dire à personne, parce qu'il n'y avait personne à qui le dire. J'ai pensé à elle et j'ai souhaité qu'elle puisse ressentir ce que je ressentais au sommet de cette colline. L'air froid, la bonne compagnie, le fait que chaque personne debout autour de moi était là parce qu'elle l'avait choisi. Aucune obligation, aucune transaction, aucune représentation, juste ça. Mon frère m'a envoyé un SMS 3 jours plus tard, court, sans préambule, j'ai pensé à ce que tu as dit. C'était tout. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé reposer. C'était nouveau pour moi aussi, de ne pas me précipiter pour mettre quelqu'un à l'aise. Avec ma réponse, d'occuper l'espace de mon propre silence. J'ai répondu le lendemain matin, je suis là quand tu seras prêt à parler. Tu sais où me trouver. Il n'a pas encore appelé. Je n'attends pas. J'ai 5 hectares et une colline et une table assez longue pour tout ce que j'aime vraiment. J'ai un café qui refroidit pendant que je regarde la lumière changer. J'ai un chat qui se fiche de tout ça, une voisine qui apporte des plats cuisinés sans qu'on le lui demande et une amie qui a conduit depuis Lyon parce que je le lui ai demandé. Et c'est plus que ce que j'ai su désirer pendant la majeure partie de ma vie. Il voulait que je sois une ressource. Je me suis révélée être là. Réserve tout entière. Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur le fait d'être la personne calme dans une famille. Ils vous laissent être calme si longtemps qu'ils finissent par ne plus croire que vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Et puis, un jour, vous dites quelque chose, ou vous ne dites rien du tout. Vous vivez juste votre vie haut et fort là où ils peuvent la voir, et soudain ils conduisent 2 heures et demie sans invitation, debout dans votre allée, essayant de comprendre quand exactement vous avez cessé d'être gérable. Je n'avais pas prévu ce qui est arrivé comme une punition. Je veux être honnête à ce sujet. Je l'ai prévu parce que j'étais fatiguée d'être l'infrastructure. Celle qui vire de l'argent sans fanfaronner et qui n'obtient pas de siège à la table. Ce que je n'avais pas pleinement compris. Jusqu'à ce que mon frère soit debout dans cette allée de gravier, recalculant. Tout ce qu'il croyait savoir sur moi, c'est que la vie que j'avais discrètement bâtie n'était pas seulement une réussite personnelle. C'était le résultat
naturel d'années passées à choisir d'investir en moi-même de la même manière que j'avais investi en tout le monde. C'est la chose à propos de la cause et de l'effet que les gens oublient quand ils sont occupés à jouer la comédie pour un public. Chaque décision s'accumule. Chaque fois que j'ai choisi d'apprendre quelque chose au lieu de chercher une approbation, chaque fois que je suis resté chez moi un vendredi pour terminer un modèle dont personne ne me créditerait, chaque euro que j'ai réinvesti au lieu de le dépenser pour être vu. Tout cela construisait quelque chose de réel. Pas pour prouver quoi que ce soit, juste parce que c'est ce qui arrive quand on arrête de demander la permission de se prendre au sérieux. Les gens qui se sont présentés à ma table ce week-end, Adèle, le docteur Okafor, Sylvie, aucun n'avait besoin que je sois impressionnante. Ils étaient là les années où je n'étais ni impressionnante ni visible. C'est la différence entre les gens qui vous aiment et les gens qui ont besoin que vous soyez d'une certaine taille pour se sentir à l'aise. Les uns restent, les autres n'appellent que lorsque l'histoire change. Ce que j'ai dit à mon frère à ce portail n'était pas un discours que j'avais répété. C'est sorti de quelque chose de plus simple qu'une stratégie. J'avais enfin cessé d'avoir peur de ce qu'ils penseraient si je disais la vérité. Cette peur d'être trop, d'occuper trop d'espace, d'avoir trop de besoins m'avait coûté plus cher que tout l'argent que j'avais discrètement donné au fil des ans. Cela m'avait coûté l'habitude de ma propre honnêteté, et au moment où j'ai arrêté de payer ce prix, tout s'est éclairci. L'intégrité ne consiste pas à avoir raison, elle consiste à être cohérent quand personne ne regarde, puis à ne pas s'effondrer quand ils le font enfin. J'avais passé des années à être cohérente dans l'obscurité. Le week-end près de Bordeaux n'était que la première fois que les lumières s'allumaient. Mon frère n'a pas encore appelé, peut-être qu'il le fera. Peut-être pas. J'ai arrêté d'organiser mon emploi du temps autour de cette incertitude. Ce que je sais, c'est que je suis rentrée dans cette maison après avoir vu sa voiture disparaître sur la route, qu'Adèle m'a tendu un café, que le docteur Okafor demandait des nouvelles de l'agneau et que Sylvie enfilait ses bottes pour une promenade, et qu'aucun d'entre eux n'avait besoin de quoi que ce soit de moi, sauf de ma compagnie. Je ne peux pas vous dire ce que cela faisait. Après 31 ans passés à être traité comme une ressource. C'était comme de l'oxygène. C'était comme le premier souffle honnête que je prenais depuis très longtemps. La table est toujours là, assez longue pour tout ce que j'aime. Vraiment. Je n'attends la permission de personne pour m'asseoir au bout